If I'm not doing it, nothing is going to happen. So I know I need to sit there. Alors oui, on est toujours dans la pause. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de l'ascension d'ABBA? Le monde entier a vu Benny Andersson, Annie Fried Lyngstad, Frida Kahlo, Agneta Fältskog et Björn Ulvaeus devenir des rois de la pop, redéfinissant la musique des années 70 et 80. Mais sous le glamour, la relation entre Benny et Frida Kahlo était bien plus complexe qu'on ne le pensait. Après des années de silence, Benny confirme enfin les terribles rumeurs sur la séparation d'ABBA, révélant une vérité plus sombre que ce que les fans avaient imaginé. Veuillez rester calme et écouter ces révélations terrifiantes. Lorsque Frida Lyngstad et Benny Andersson se sont rencontrés pour la première fois à la fin des années 1960, ils étaient deux individus aux personnalités et aux ambitions distinctes. Mais leur amour commun pour la musique allait bientôt lier leur destin. Frida était une femme fougueuse et indépendante, farouchement déterminée à se faire un nom dans un monde musical dominé par les hommes. Dotée d'une voix aiguë et d'un charisme indéniable, elle respirait la confiance et la passion. Benny, quant à lui, était un génie musical doté d'un don inné pour créer des mélodies captivantes. Connu pour son approche méticuleuse et méthodique de la musique, il a reconnu le talent extraordinaire de Frida et a vu en elle quelque chose de puissant. Une force indéniable qui pourrait l'aider à sublimer ses propres visions musicales. Leur partenariat semblait promis à un grand avenir. Au fil du temps, grâce à leur collaboration, ils ont fait d'ABBA un empire mondial, l'un des groupes pop les plus populaires au monde. Leur talent combiné, la précision méticuleuse du génie musical de Benny et la puissance émotionnelle brute de la voix de Frida sont devenus les piliers du succès d'ABBA. Mais à mesure que leur relation professionnelle s'est épanouie, leur lien personnel s'est également développé. Ce qui n'était au départ qu'une collaboration créative s'est rapidement transformé en une relation amoureuse. Qui, du moins en apparence, semblait tout aussi harmonieuse que la musique qu'ils créaient. Au début de leur relation, un sentiment d'unité inébranlable régnait entre Benny et Frida. Ils étaient partenaires non seulement dans la musique, mais aussi dans la vie, construisant leurs rêves ensemble. Cependant, avec l'essor fulgurant d'ABBA dans les années 1970, la pression du succès commença à peser sur leur vie personnelle. Le monde les adorait, mais derrière les portes closes, des fissures commençaient à se former. À mesure que la popularité d'ABBA grandissait, les exigences de la célébrité s'accroissaient également. Et bientôt, la pression des projecteurs devint impossible à ignorer. Gâtis, les voyages incessants, les horaires d'enregistrement exténuants et la pression constante pour préserver leur image ont commencé à peser sur le couple, créant des tensions croissantes. Leur divergence profonde d'approche de la musique et de la vie était au cœur de leurs problèmes. Benny, connu pour son approche méthodique et disciplinée de la création musicale, était un perfectionniste. Il valorisait le contrôle et la structure, se concentrant toujours sur les aspects techniques de ses chansons et veillant à ce que tout corresponde à sa vision. Frida, au contraire, était passionnée et expressive, apportant à la musique une intensité émotionnelle indéniable. Elle ne se contentait pas de chanter. Elle ressentait chaque note et mettait toute son âme dans chaque performance. Si cette profondeur émotionnelle faisait d'elle l'un des membres les plus captivants du groupe, elle heurtait souvent la nature plus réservée et calculatrice de Benny. Au fil du temps, ces différences créatives ont commencé à se refléter dans leurs relations personnelles. L'importance accordée par Benny à la précision et à la structure l'a amené à prendre le contrôle de nombreux aspects de la musique d'ABBA, laissant souvent Frida sur la touche. Elle commença à avoir l'impression que sa voix artistique était étouffée par son besoin de contrôle. Ces frustrations, bien que liées à leurs différences musicales, se répercutèrent rapidement sur leur vie personnelle. Ils devinrent de plus en plus distants, leur lien autrefois harmonieux étant désormais mis à rude épreuve par le ressentiment et les attentes insatisfaites. La passion qui les avait autrefois unis commença à se transformer en amertume et en frustration. À mesure que la renommée d'ABBA grandissait, les pressions personnelles sur Benny et Frida augmentaient également. Le succès du groupe les plaça sous un microscope, où chaque aspect de leur vie personnelle était scruté. Et ce n'est pas seulement la pression de la célébrité qui a commencé à détériorer leur relation. Au début des années 1970, des rumeurs d'infidélité de Benny ont commencé à faire surface, provoquant une onde de choc au sein du groupe et dans leur vie privée. Si les rumeurs ont d'abord été démenties, la vérité a finalement éclaté. Benny avait été infidèle à Frida. Cette révélation fut dévastatrice pour Frida. Elle avait non seulement donné son cœur à Benny, mais avait
aussi investi son âme d'artiste dans leur rêve commun d'Abba. Apprendre que Benny, l'homme qu'elle aimait et avec qui elle avait bâti sa vie, l'avait trahi de cette façon fut un choc, tant personnel que professionnel. Elle se sentit humiliée, le cœur brisé et profondément trahi, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant qu'artiste qui s'était consacré au succès d'Abba. La confiance qui avait autrefois défini leur relation avait été brisée. Et Frida peinait à réconcilier l'homme qu'elle croyait connaître avec la réalité de ses actes. Le coût émotionnel de cette trahison fut immense. La confiance de Frida, autrefois inébranlable, commença à vaciller tandis qu'elle luttait contre la douleur de l'infidélité et l'érosion de son estime de soi. Elle s'était tellement investie dans Abba, dans le groupe, dans Benny, dans leur vision musicale commune, qu'elle avait l'impression que tout ce pourquoi elle avait travaillé lui échappait. Le lien autrefois indéfectible entre elle et Benny, tant personnel que créatif, commença à s'effriter sous le poids d'une confiance brisée et de tensions non résolues. À la fin des années d'or d'Abba, la relation de Benny et Frida s'était complètement effondrée. La tension émotionnelle accumulée au fil des ans, aggravée par la trahison et le fossé grandissant qui les reliait, a finalement conduit à leur séparation. En 1981, après une décennie passée à bâtir et à pérenniser l'empire d'Abba, le couple s'était éloigné. La musique qu'ils avaient créée ensemble perdurait. Mais le partenariat qui avait autrefois semblé si invincible n'était plus. Même après la séparation d'Abba au début des années 1980, les blessures entre Benny Andersson et Annie Fried Lyngstad, Alfreda, restaient vives. Les cicatrices émotionnelles laissées par leur relation ratée ne se cicatrisèrent pas facilement, et le ressentiment qu'ils nourrissaient l'un envers l'autre persista pendant des années. Aux yeux de Frida, Benny était devenu froid, distant et émotionnellement détaché. Elle le voyait comme un homme qui avait renoncé à leur amour, quittant leur relation dès qu'il n'en avait plus besoin. C'était comme si elle avait été mise de côté après avoir tout donné à la musique et à lui. Frida, qui avait toujours été passionnée et profondément investie dans ses relations affectives, ne comprenait pas comment Benny avait pu tourner la page si facilement, abandonnant leur magnifique duo. Son attitude méthodique et contrôlée lui semblait un bouclier contre la douleur, alors qu'elle sentait ses émotions constamment en ébullition. De son côté, Benny peinait à gérer le caractère imprévisible de Frida. Son tempérament fougueux et son expressivité émotionnelle lui étaient difficiles à gérer, d'autant plus que leur relation se détériorait. Benny, connu pour son approche calme et méthodique de la musique et de la vie, trouvait l'intensité de Frida écrasante. Il ne comprenait pas son refus de simplement lâcher prise et de passer à autre chose après la rupture. Le ressentiment était palpable de part et d'autre, chacun portant sa propre version de l'échec de leur relation. Aucun des deux ne parvenant à se réconcilier pleinement. Leur relation, autrefois source de créativité et de force personnelle, était désormais une source d'amertume persistante et de tensions non résolues qui entachèrent leur relation au cours des années suivantes. Mais la complexité émotionnelle de la vie de Frida ne s'est pas arrêtée avec Benny. D'autres dynamiques au sein d'Abba ont contribué à l'effondrement du groupe, notamment la rivalité souvent négligée entre Frida et Agneta Feldskog. Pendant des années, fans et tabloïds ont spéculé sur la prétendue rivalité entre les deux femmes. Elles dressaient le portrait de deux femmes belles et talentueuses, engagées dans une rivalité inévitable pour la gloire. Un récit presque trop parfait au goût des médias. Après tout, ces deux femmes étaient essentielles à l'image d'Abba, et le contraste entre elles, la présence dramatique et sombre de Frida et la beauté blonde et éthérée d'Agneta, contribuaient à rendre Abba si emblématique. Au départ, Frida et Agneta niaient toute tension entre elles. Elles se disaient amies, sœurs et partenaires de chant. En public, elles se tenaient unies, affichant une façade d'harmonie et de camaraderie. Mais en coulisses, les choses étaient bien plus compliquées. En réalité, il y avait des moments de rivalité tacite alimentés par l'insécurité, les comparaisons et la pression d'être constamment sous le feu des projecteurs. Frida, avec sa voix rauque, son émotion profonde et sa présence scénique imposante, se sentait souvent éclipsée par l'image plus délicate et éthérée d'Agneta et sa voix envoûtante. Agnetha, souvent considérée comme la fille chérie d'Abba, était celle sur laquelle les fans et les critiques se concentraient le plus. Sa beauté, sa voix angélique et sa personnalité plus réservée, presque inaccessible, en faisaient un objet d'adoration. Frida, en revanche, était souvent perçue comme une voix secondaire, celle qui devait se battre pour être reconnue. Elle avait ses propres fans passionnés. Mais aux yeux de beaucoup, elle était toujours restée dans l'ombre d'Agneta.
La présence scénique plus sombre et dramatique de Frida n'était pas aussi universellement plébiscitée. À bien des égards, on aurait dit qu'elle cherchait constamment à rattraper son retard, peinant à se définir dans le contexte plus large d'ABBA, le sentiment d'être la deuxième meilleure, que ce soit en termes de partie vocale, de pochettes d'albums ou d'attention du public, l'arrangeait, créant entre les deux femmes un fossé parfois insurmontable. Cette tension était particulièrement visible en studio, pendant les répétitions, en tournée et même en interview. Il y a eu d'innombrables moments où la question de savoir qui prendrait la parole, quel visage figurerait sur la pochette de l'album ou qui serait davantage mis en avant dans les médias, est devenue un sujet de discorde. La pression pour maintenir l'équilibre entre deux chanteuses et personnalités très différentes était immense. La dynamique interne au sein d'ABBA, où les deux femmes se disputaient une place sous les projecteurs, a fini par nuire à leur relation. L'harmonie dont les fans ont été témoins sur scène n'était en réalité qu'une façade fragile, masquant des sentiments plus profonds et plus complexes de compétition et de ressentiment. Beaucoup disent que Frida est excessivement sensible, mais compte tenu de son passé, c'est compréhensible. Frida, nouveau-née, était déjà considérée comme une paria, sa simple existence étant considérée comme un crime aux yeux de son pays. Ses premières années furent marquées par la honte, le rejet et le poids du passé de sa mère. Son père, Alfred, était probablement mort pendant la guerre, laissant Frida avec seulement des questions et un vide dans son cœur. L'absence de son père n'était pas seulement une question de perte. C'était une blessure profonde qui allait définir une grande partie de son univers émotionnel, enfant comme adulte, pour échapper à la stigmatisation omniprésente et offrir à sa fille une chance de vivre une vie libre du rejet social auquel elle était confrontée en Norvège. Sini prit la décision déchirante de fuir vers la Suède. La Suède, à l'époque, était un pays neutre, offrant sécurité et refuge. Mais si la Suède a pu assurer la sécurité de Frida, elle n'a pas pu effacer les cicatrices émotionnelles déjà infligées. Ayant grandi dans un pays étranger, avec un profond sentiment de ne pas appartenir à aucun lieu, Frida a porté le poids de savoir que sa naissance même était perçue comme une erreur aux yeux de son pays d'origine. Ce rejet n'était pas seulement culturel, mais profondément personnel, la laissant avec un profond vide identitaire. Le sentiment d'aliénation de Frida était aggravé par l'absence de son père. Et en grandissant, la question de savoir qui elle était vraiment, née d'une relation non reconnue pendant la guerre, restait sans réponse. Son histoire ne se résumait pas à un simple succès musical. C'était l'histoire d'une femme en perpétuelle quête de sa place dans le monde. Une femme sans patrie et sans famille au sens traditionnel du terme. L'amour et l'admiration qu'elle recevrait plus tard de ses fans ne parviendraient jamais à combler le vide causé par l'absence d'une véritable famille vers laquelle se tourner. L'histoire prit un autre tournant dramatique des années plus tard, lorsque Frida apprit la vérité. Son père n'était pas mort comme on le lui avait fait croire. Alfred Hessler avait survécu à la guerre et s'était construit une vie en Allemagne. Découvrir que son père était vivant sa propre vie sans elle, déclencha un flot d'émotions. Frida rêvait depuis longtemps de retrouvailles, fantasmant sur la possibilité de rencontrer l'homme qui, pendant tant d'années, avait été la figure de son désir inassouvi. Mais lorsque les retrouvailles eurent enfin lieu, elles furent loin de l'étreinte joyeuse et émouvante que l'on pourrait attendre de retrouvailles les pères-filles depuis longtemps perdues. Elles furent plutôt maladroites, distantes et empreintes d'une politesse forcée. Il n'y eut pas de fin de conte de fées, pas de retrouvailles larmoyantes de deux âmes déchirées par les ravages de la guerre. Il n'y eut que des questions sans réponse et la prise de conscience que leur relation ne serait jamais celle que Frida avait imaginée ou espérée. L'abandon émotionnel que Frida ressentit enfant ne la quitta jamais complètement. Cette passion l'a accompagnée, se manifestant de manière subtile mais profonde tout au long de sa vie et de sa carrière. Alors qu'elle bâtissait sa renommée avec ABBA, la musique de Frida est devenue un exutoire aux émotions qu'elle peinait à exprimer autrement. Sa voix envoûtante, empreinte d'une profonde résonance émotionnelle, faisait écho à la douleur d'une femme qui s'était toujours sentie marginalisée, incapable de se défaire du sentiment d'être mal aimée. Invisible Owendine. Le chagrin d'amour qu'elle a vécu après l'échec de sa relation avec Benny Andersson a été l'un des chapitres les plus marquants de son histoire personnelle. Malgré leur réussite professionnelle et leurs liens personnels, leur mariage s'est effondré sous le poids de la trahison et des tensions émotionnelles. L'effondrement de cette relation a laissé Frida dévastée, mais déterminée à se reconstruire, cette fois à sa façon. Son chemin vers la guérison ne se limitait pas à la guérison.
mais à la recherche d'une nouvelle identité, transcendant la douleur du passé. Après la dissolution d'ABBA, elle chercha un nouveau départ et, en 1992, elle crut l'avoir trouvé en épousant le prince Heinrich Rousseau de Plön, un aristocrate allemand. La réaction du public à ce mariage fut fascinée, et les médias le qualifièrent de conte de fées devenu réalité. L'ancienne reine de la pop s'était trouvée un prince. Le monde entier observait Frida, autrefois icône de l'indépendance rebelle, devenir une princesse, vivant dans un somptueux château suisse, loin du chaos de l'industrie musicale. Frida semblait enfin avoir trouvé le bonheur et la stabilité qu'elle recherchait depuis longtemps. Une femme qui avait passé des années sous les feux de la rampe, naviguant avec les hauts et les bas de la célébrité, semblait désormais avoir trouvé l'échappatoire ultime, loin des regards du public, entourée de luxe et mariée à un homme de haut rang. Mais comme dans la plupart des contes de fées, la réalité était loin de l'illusion. Sous les apparences, le mariage avec le prince Heinrich n'était pas l'idylle qu'il semblait être. Bien que respecté, puissant et profondément influent, il possédait aussi un tempérament autoritaire. Frida, qui avait lutté toute sa vie pour son indépendance et sa liberté, se retrouva prisonnière d'un monde d'attentes rigides, de traditions et d'une obéissance tacite qu'elle n'avait jamais désirée. Ce qu'elle avait cherché à fuir pendant des années, le sentiment d'être contrôlée, réduite au silence, était revenu dans sa vie. Non pas sous la forme de l'industrie musicale ou de ses anciennes relations, mais sous la forme de règles et d'attentes aristocratiques. Le palais, avec son cadre luxueux et son statut royal, n'était pas le sanctuaire que Frida imaginait. Il devint plutôt une cage dorée. Elle avait troqué une forme de restriction contre une autre qui la privait de la liberté personnelle qu'elle chérissait depuis si longtemps. Le prince, malgré son charme et sa richesse, n'était pas le libérateur qu'elle espérait. Il incarnait plutôt les idéaux de la royauté d'antan, qui privilégiait l'obéissance, le silence et le conformisme. Pour une femme comme Frida, qui avait passé sa vie à forger sa propre identité, à la fois comme artiste et comme femme, cet environnement était étouffant. Frida avait toujours recherché la stabilité, mais celle offerte par son mariage avec le prince Heinrich avait un prix. Les sacrifices qu'elle avait consentis pour être à ses côtés n'étaient pas seulement émotionnels. Ils représentaient une perte de son essence même. La liberté personnelle pour laquelle elle s'était battue toute sa vie était désormais compromise. Même si elle pensait que le mariage avec un prince lui apporterait paix et réconfort, il l'amena finalement à une lutte pour sa survie. Derrière la façade soignée d'un mariage royal parfait se cachait une tension, celle d'une femme tiraillée entre les attentes d'une vie qu'elle n'avait pas choisie et le désir de préserver sa propre voix et son identité. Malgré les contraintes de son mariage royal, Frida y eut une fille, Anneliese Lotz, qui devint son ancre, la seule source constante d'amour, de lumière et de sens dans une vie jalonnée de changements tumultueux. Le lien entre Frida et Anneliese était unique, non seulement parce qu'elle était mère, mais aussi parce qu'Anneliese représentait sa capacité à se reconstruire après tout ce qu'elle avait perdu. L'amour que Frida portait à sa fille était profond, nourrissant et inconditionnel. Anneliese était sa joie, sa raison de se lever chaque matin et la personne qui la maintenait sur Terre face à tout ce qui l'avait précédé. Après la dissolution d'ABBA et ses mariages ratés, c'est Anneliese qui est devenue le centre de son univers. La seule personne capable de lui offrir un sentiment de paix et de continuité dans une vie qui lui semblait souvent incontrôlable. Mais en 1998, le monde de Frida a été bouleversé de la manière la plus inimaginable. Sophie Ladoré, Anneliese Lotz, a perdu la vie dans un terrible accident de voiture. Ce fut une tragédie qui non seulement brisa le cœur de Frida, mais bouleversa aussi le cours de sa vie. Le père d'Anneliese, la seule personne qui avait donné un sens à sa vie après tout ce qu'elle avait traversé, fut une douleur si profonde qu'elle éclipsa tout ce qu'elle avait connu. Le chagrin qu'elle ressentait était étouffant et dévorant. Rien n'aurait pu la préparer à l'ampleur d'une telle perte. Après la mort d'Anneliese, Frida Kahlo s'est retirée de la scène publique. La femme autrefois vibrante, qui avait ébloui le public du monde entier, qui avait connu les hauts et les bas de la gloire, de l'amour et des chagrins, se retrouvait désormais profondément consumée par son chagrin. Elle s'est retirée du monde, disparaissant dans l'ombre et s'isolant de ceux qui avaient autrefois fait partie de sa vie, désintéressée d'être sous les projecteurs ou de se produire devant des fans en adoration. Frida s'est repliée sur elle-même, accablée par le chagrin. Pour quelqu'un qui avait toujours été une force de la nature sur scène, son repli sur soi fut aussi soudain que profonde. Elle n'avait plus envie de chanter, plus besoin d'être vue ou célébrée. Elle ne voulait plus exister dans un monde qui lui avait tout pris.
La douleur de perdre Annelise était sans commune mesure avec tout ce que Frida avait connu auparavant. Dans les années qui ont suivi la dissolution d'ABBA, Frida Kahlo a dû faire face à de nombreuses difficultés pendant son mariage, son identité et son appartenance au monde. Mais la mort de sa fille a été un deuil d'une autre nature. Il ne s'agissait pas seulement de la perte d'un être cher. C'était la perte de la seule personne qui aurait pu l'aider à guérir. Celle qui avait toujours été là pour l'aider à s'accrocher à ce qui restait de joie et de sens à sa vie. Annelise avait été la seule à vraiment la comprendre. Elle, ses difficultés, ses rêves et les fantômes de son passé. Sans Annelise, Frida se sentait comme une coquille vide, à la dérive dans un monde qui ne l'avait jamais pleinement accueillie et qui lui avait désormais ôté le seul lien qui lui restait. Pendant des années après l'accident, Frida vécut dans un isolement quasi total. Elle quittait rarement son domicile et prenait ses distances avec l'industrie musicale, les médias et même ses amis. Celle qui avait autrefois dominé la scène avec tant d'audace et d'assurance avait disparu, remplacée par une femme qui semblait avoir perdu toute envie de vivre. Frida n'était plus la femme fougueuse et audacieuse qui avait illuminé le monde par sa musique et son charisme. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, aux prises avec un chagrin qui semblait sans fin et dévorant. Dans son isolement, Frida ne pleurait pas seulement la perte d'Annelise. Elle pleurait la vie qu'elle n'avait jamais pu pleinement vivre, malgré son succès auprès d'ABBA, malgré le prestige éphémère de la royauté. Frida avait toujours recherché quelque chose de plus, un sentiment de paix, d'appartenance, le sentiment d'être véritablement aimée et comprise. Avec la mort d'Annelise, ce sentiment d'accomplissement était irrémédiablement perdu. Le chagrin de Frida ne concernait pas seulement sa fille, mais aussi la vie à laquelle elle n'avait jamais vraiment pu s'accrocher. Une vie de stabilité, d'amour et de connexion qui semblait inaccessible. Que pensez-vous de l'histoire de Frida Lindstad et de la rupture de sa relation avec Benny Andersson? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir.